Salut tout le monde. Alors voilà, c'est l'équipe Gueule de Bois. On est reparti pour une saison 2 sur les élections présidentielles. Alors tous les deux, on s'est affairés à organiser une soirée podcast à Strasbourg pour renouer avec l'origine de la création de nos podcasts, c'est-à-dire les débats de soirée. Et franchement, quelle réussite. Ah, pas pour tout le monde, Aliénor. Qu'est-ce qui ferait que vous intéresseriez plus de faire des interviews dans les bars. Bon voilà, je vais aller travailler mon élocution, super. Enfin bref, après avoir trié plus d'1 heure de rush pendant une semaine, nous voilà en phase d'enregistrement. Merci à toutes et tous d'être venus, de nous avoir prêté vos voix. Merci au Bistrot La Solidarité, à Nico et à toute son équipe pour leur accueil hyper chaleureux. Et surtout, merci à vous, chers auditoristes, d'être là parmi nous et on est vraiment ravis de vous retrouver là. Gab, tu nous fais le topo ? Comme vous le savez, Aliénor et moi, on a 27 ans et on est plutôt engagés. Mais c'est vrai que cette année, on s'est bizarrement retrouvés à se demander pour qui on allait voter dans 28 jours. Est-ce que la campagne avait vraiment commencé ? Comment on se sent face à cette échéance électorale majeure ? Et en fait, on était perdus tous les deux et on avait le sentiment que nous n'étions pas les seuls. Alors on a pris nos micros et on est venu vous voir, on est venu vous parler. Et les questions qu'on vous a posées portaient sur vos sentiments, vos émotions à J-28, le sens du vote pour vous, les sujets qui vous importaient. Et on s'est aussi permis de vous asseoir à l'Élysée et de vous demander ce que vous feriez si vous étiez vous-même chef de l'État demain. Et bien sûr, vous nous connaissez, on vous réserve des petites blagues, alors écoutez bien ce podcast pour la surprise Gueule de Bois. Alors, comment se sentent les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois à moins d'1 mois de ce grand scrutin ? Après une crise de Covid qui dure depuis plus de 2 ans, une actualité marquée par la guerre en Ukraine, est-ce que cela a une influence sur la campagne ? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être statisticien ou statisticienne pour se rendre compte que oui. Mais comment en fait ? Je m'y retrouve absolument pas, moi, dans toutes ces élections et dans tout ce truc, système politique en ce moment. Il y a quand même eu le Covid, là il y a la guerre en Ukraine, je sais pas. Pour moi, les élections, c'est vraiment, je sais pas, c'est presque pas... C'est sûr qu'on voit qu'il y a quelque chose qui tient de l'ordre de l'actualité. Enfin, on peut pas dire que le Covid et la guerre en Ukraine, ça a pas chamboulé. Je veux dire, on a tous été hyper préoccupés, on s'est beaucoup inquiétés. Mais quand même, en discutant avec vous, chers amis strasbourgeoises, en fait, c'est pas toujours le cas et parfois ça remonte à bien longtemps et pas juste à cette élection de 2022 en fait. Et on va du coup vous écouter. Il y a la sensation d'avoir un désinvestissement quand même assez global. Ouais. Je trouve que la campagne, elle est pas super intéressante cette année. Moi, j'ai toujours suivi depuis que je pouvais, même avant de pouvoir voter, Sarko 2007. Et au final, cette année, franchement, c'est insupportable. Y a aucun candidat vraiment où t'as vraiment envie de voter pour eux. Du coup, je sais pas du tout pour qui je vais voter. Je ne sais pas pour quelle raison je vais voter non plus. Je ne sais pas du tout quand ce sont les élections. C'est a priori dans 28 jours. Le premier tour, c'est le 10 avril. Voilà, tu vois, je ne savais même pas. Et non, il faut que je me mette à jour des listes aussi d'ailleurs. C'est vrai ? Je me suis dit, au moment où tout le monde annonçait un peu leur candidature, que ça y est, j'ai 27 ans, il faut que j'ai un vrai avis. Et que c'était le temps d'annoncer ta candidature à toi, quoi. Pas forcément, mais c'était le champ que je fasse pas un choix par défaut. Et plus le temps passe, et c'est vrai que plus j'en ai rien à branler. Non mais c'est vrai que ce que ces audios montrent en fait, c'est que ça confirme qu'un bon quart des Français pourraient ne pas aller voter au premier tour de l'élection présidentielle. Et on voit que 65% d'entre eux s'attendent à une abstention qui est assez inédite, ce qui est par rapport à 2017, quand même, selon une étude, 5 à 6 points de moins à date comparable. Je veux dire, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on constate un peu d'élection après élection. Et d'ailleurs, pour l'élection présidentielle, qui est censée être l'élection qui amène le plus de gens aux urnes, parce qu'elle est un peu cathédrale, mais je veux dire, tu vois, les précédentes, les européennes, les régionales, départementales, enfin... Ça fait d'année en année que quand même la grande inconnue c'est l'abstention et que c'est un peu la grande gagnante des élections de manière générale. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que là dans le bar on a sélectionné énormément d'extraits et qu'une grande majorité des personnes se disaient désinvesties, pas intéressées ou pas informées, etc. quoi. Et une des raisons de ce désinvestissement, ça peut être aussi la question de la représentation du personnel politique de manière générale et de la manière dont vous pouviez vous identifier ou vous projeter dans des candidatures, qui est quand même quelque chose d'assez difficile pour vous de manière générale. Pour moi, c'est un petit peu tous des... Comment
trouver un mot gentil. Des gens qui sont là que pour eux et qui sont pas vraiment là pour le peuple. Donc à part voter blanc ou ne pas voter, je sais pas trop quoi faire. Voilà. On est toujours dans ce truc où le mec qui va se présenter, en fait, il vient d'un milieu de cuillère d'argent et qu'en fait, on se sent pas du tout représenté en vrai parce que il sait pas ce que c'est d'être un milieu intermédiaire ou quoi que ce soit et on est toujours les mecs, enfin le milieu qui se fait bouffer quoi en fait en vrai. Il y a une étude du Cevipof qui date d'il y a à peu près un an qui posait la question aux Français si les politiques sont-ils globalement corrompus. 65% des Français pensent que oui. Est-ce que les politiques se préoccupent assez de ce que pense le reste de la population ? Réponse non à 80%. Ou encore, par exemple, 3 Français sur 4 exprimaient un sentiment négatif avec tout en haut du classement, de la méfiance, du dégoût, etc. par rapport au personnel politique. Cette défiance, elle peut aussi venir... tu vois, ces audios, je trouve que ce qui montre, c'est une certaine déconnexion, en fait... entre la vie que peut avoir un élu national et la vie de tout un chacun, en l'occurrence ces 2 jeunes femmes à Strasbourg. Et je pense qu'en fait, notre vie médiatique a été émaillée de plein de petites affaires comme ça. Par exemple, on se rappelle quand des journalistes avaient demandé à Jean-François Copé le prix d'un pain au chocolat et qu'il avait 10 centimes. Ou alors, plus récemment, la Saint-Valentin de François de Rugy avec du homard. Voilà, on n'a pas tous cette opportunité-là. Ou alors, en 2016, je crois que Nicolas Sarkozy savait pas du tout ce que c'était le Bon Coin. Donc Mais c'est ça. Et ça, donc ça, c'est un côté un peu détaché de la vie réelle des gens, mais t'as aussi de l'autre côté aussi des gros scandales politico-médiatiques, genre l'affaire de Fillon avec les emplois fictifs, les costumes pendant la dernière campagne présidentielle. Là, aujourd'hui, t'as des soupçons d'emplois fictifs aussi avec le candidat Fabien Roussel, mais t'as aussi eu des affaires avec Claude Guéant, Cahuzac, Balkany, bref, un sentiment qu'il y a la justice pour les Français et la justice pour les cols blancs. Oui, et qu'il y a un peu un sentiment d'impunité, c'est clair. Mais du coup, au-delà de ça, ce qu'on a beaucoup entendu dans le bar aussi, c'est non mais de toute façon, ils concourent que pour leur gueule, c'est de l'ambition personnelle, il n'y a pas d'idéal de bien commun, etc. Et en fait... je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver notamment avec le morcellement de la gauche. On voit qu'on a quand même 6 candidats sur 12 qui partagent quand même un tronc commun d'idées et qui pourtant vont complètement éparpiller les voix. Moi, en tant que socialiste, je suis un peu perdu, quoi. Je sais plus où retrouver ma place. Moi, j'irai voter. J'ai toujours voté écolo et c'est la première fois où Yannick Jadot, il me donne pas envie là. Franchement, je le trouve mou et je trouve qu'il rentre dans le jeu comme tous les autres. Donc là, c'est vrai que c'est assez fort d'entendre 2 personnes qui se reconnaissent originellement dans des partis, que ce soit cette dame qui est socialiste au PS ou ce garçon, ce monsieur qui votait pour Yannick Jadot, voilà. En tout cas pour écolo. Voilà, et qui là en fait se retrouve complètement perdu, mais je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve de manière générale, que ce soit des militants ou des sympathisants ou le peuple de gauche comme on peut l'appeler, en fait se sent perdu et un peu orphelin en fait. Oui, et on l'a entendu énormément pendant cette soirée, beaucoup de personnes qui se disaient à gauche qui savaient juste pas quoi faire et pour qui voter cette année, quoi. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on entend un peu la musique du vote refuge de Mélenchon qui aujourd'hui de tous les candidats de gauche est en avance, et ça demande je pense qu'en fait chaque sympathisant de gauche là se pose la question de est-ce que je vote pour le candidat avec lequel j'ai le plus d'acquaintance, même si j'y crois pas beaucoup, ou est-ce que j'essaie de faire en sorte d'avoir un vote qui puisse réussir en quelque sorte, une sorte de vote utile en fait. Exactement. Mais en fait ce que j'ai entendu dans cette soirée, dans ce bar, pour les personnes qui se disaient de gauche, c'est exactement ce qu'on entendait un peu avant les élections, c'est que les militants, les sympathisants qui se déclaraient de gauche avaient pour une grande majorité d'entre eux, je crois 75%, envie d'un ou d'une candidate unique. Et je pense qu'effectivement, ça a pu agir comme une vraie blessure. En tout cas, je parle vraiment pour moi, mais... voire un sentiment de trahison aussi, carrément. Complètement. Moi, je m'en suis pas remise, en fait, et je trouve que c'est effectivement une obstination qui est incompréhensible face à n'importe quelle urgence à laquelle on se confronte aujourd'hui, climatique, géopolitique, enfin tout, quoi. Et cette multitude de candidats amène aussi une forme de comportement un peu de petites bastons, de petites chamailleries. Cours de récré, quoi. Cours de récré qu'on va écouter. Mais malgré ça, le peu de place qui est laissé au débat, justement, les débats sont quand même d'un niveau assez râlé pâquerette, je trouve. On est vraiment sur du niveau télé-réalité, quoi. T'es juste dégoûté parce qu'il y a mieux que toi et qu'on s'intéresse, Julien. Toi, t'es mieux que moi. Bah oui, je suis mieux que toi. Tu t'es vu ou quoi? On dirait Boostifleur des Pokémon. Il n'y a pas vraiment de fond, tout est sur la forme.
Et les échanges entre candidats, si on peut appeler ça des candidats, sont vraiment, c'est vraiment je rabaisse l'autre le plus possible, mais à aucun moment c'est j'exprime mes convictions et mes idées. Et je trouve que c'est dommage parce que ça fait vraiment débat de télé-réalité. On dirait ma brosse à chiottes, tu sais pourquoi pour déboucher mon chiotte. Et pas du tout débat de campagne électorale. C'est inspiré du modèle américain, j'imagine, où on est là pour le show et pour envoyer du pâté. Mais ça fait que c'est difficile de s'identifier à des idées claires si on a des convictions un petit peu cernées, quoi. Aïe, ça fait mal, mais c'est vrai que ça décrit une réalité. Moi quand j'ai entendu cette intervention, j'ai beaucoup pensé à Twitter en fait, ce qui se passe sur Twitter. Quand tu sais que très peu de gens en France ont Twitter et qu'encore moins de personnes sont sur des sujets politiques, et ben quand tu regardes, c'est des petites phrases, des jeux de mots, des petites attaques. Enfin, ça vraiment donne un côté cours de récré. Et tu retrouves ça aussi au niveau de la télévision, par exemple, quoi. Mais le but, sur Twitter, c'est un peu de claquer le museau de l'autre. Et oui, c'est ça. Et de faire du like. Et il y a un peu une quête du buzz sur Twitter quand même. Oui, il y a clairement une quête du buzz. Et puis ça alimente un peu ce côté plus combat de catch que débat, quoi. Mais moi, ce qui m'a fait rire et quand même qui m'a vachement interpellée dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que du coup Thibaut parle de télé-réalité. Et en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, il y a un peu la reine de la télé-réalité qui est l'agent de tous les candidats, qui s'appelle Magali Berda, qui fait des vidéos qui sont vues à des millions de fois, qui part du principe qu'elle y connaît rien à la politique et qu'elle veut, je cite, vulgariser. Elle veut faire le tour de tous les candidats et du coup, en fait, ils se sont tous prêtés au jeu. Et connaissant en fait c'est son lien avec le milieu de la télé-réalité, moi j'étais vraiment effarée et je me pose la question. Et vraiment, d'ailleurs, si vous voulez y répondre en commentaire, franchement, je suis hyper ouverte au débat. Mais est-ce que c'est un peu abaisser le niveau, abaisser le débat, ou alors au contraire, si ça peut amener d'autres personnes à s'intéresser à la politique, est-ce que c'est bon à prendre, bien, quoi. Ouais, je me pose la question. Mais moi, je trouve que ce format, il rappelle aussi un peu ce que tu peux voir à la télévision avec genre Cyril Hanouna et TPMP par exemple, où t'as de côté c'est du face à face, c'est du clash, on compte les points, il y a des gens qui applaudissent d'un côté et de l'autre des candidats. Moi, je trouve ça genre juste effarant. Et sans parler forcément de TPMP, Cyril Hanouna, voilà, des programmes, on va dire, populaires, même sur les chaînes de télévision type BFM, CNews ou autres, t'as aussi cette volonté de faire des gros titres, tu vois, genre Zemmour contre machin, Le Pen contre Mélenchon, enfin vraiment d'avoir du débat presque putaclic en fait, quoi. Putaclic. Et puis c'est vrai qu'il y a une volonté un peu des candidats d'exister aussi à travers ce clash avec Zemmour, parce qu'il fait les gros titres, parce qu'il est omniprésent, excentrique, et donc comme tu le disais, et comme d'ailleurs le disait notre participant, c'est du choix à l'américaine. Comme d'hab, on a toujours 10 ans de retard en France, quoi. Et alors, justement, par rapport à tout ce cafouillage ou le sentiment de vous êtes perdu, vous savez pas pour qui voter, tout ça paraît très bas, etc. On a quand même quelqu'un qui nous a parlé d'un candidat qui, pour lui, est un petit peu au-dessus de la mêlée, et on écoute. Moi je vais voter Macron parce que j'ai déjà voté pour lui en 2017 et que tu fais partie des 30%. Voilà, et que aujourd'hui je vais voter pour lui. J'aurais même déjà voté pour lui avant la guerre en Ukraine parce que je partageais ses idées déjà avant. En tout cas, donc je vous rappelle qu'on a fait ce podcast avant d'avoir le programme de Macron qui est désormais sorti. Et quel programme ? Enfin bon, je passe de commentaires. Mais on voit qu'en fait c'est marrant parce que Macron était quand même le grand absent de cette campagne. Et pourtant... il semble au-dessus de la mêlée, quoi. Ouais, il y a ce côté-là, ouais. Et du coup, ça vous a vachement donné l'impression que le match était déjà joué. On l'a vachement entendu dans les rencontres qu'on a pu faire à la Solidarité. Débat quand il y en a un, parce que par exemple pour le président actuel pour qui limite la prochaine élection est déjà anticipée en fait, lui refuse le débat. Comme le mec est déjà tellement en place que le gars se dit non en fait il n'y a pas besoin. Le mec n'a pas besoin de prouver ses idées, de se montrer qu'il avance ou quoi que ce soit. En fait le mec il dit c'est bon. Et là, ce que dit ce monsieur, c'est qu'en fait, clairement, il y a 40% des électeurs qui hésitent à aller voter au premier tour de l'élection présidentielle, car ils ont l'impression que l'élection, elle est déjà jouée. Et ça ressort d'une étude Odoxa qui a été réalisée pour le Figaro. Et enfin voilà, je veux dire, c'est un sentiment qu'on a énormément eu dans ce bar pendant toute la soirée, c'est que ça sert à quoi d'aller voter, c'est déjà joué, quoi. Et c'est vrai que d'ailleurs le soir même on a fait notre soirée podcast participative. Il y avait en fait, vous pouvez pas me voir mais je mets des guillemets dans ce que je dis physiquement même, mais il y avait le fameux débat sur TF1 avec tous les candidats, enfin pas tous d'ailleurs parce que tous n'étaient pas invités mais une partie des candidats. Enfin je mets entre guillemets débat parce qu'en fait c'était plutôt un espèce d'oral appris par cœur, un espèce de championnat de répétition de ce qu'ils avaient appris. Il y avait un hashtag d'ailleurs je crois, non ? Oui, tout à fait, c'était pas de débat, pas de mandat. Et en fait c'est là où on va
un petit peu maintenant questionner la presse, puisque ce soir-là, en fait, TF1 avait adapté son format sur demande d'Emmanuel Macron, qui refusait de participer si les candidats devaient se croiser dans cette soirée. Alors en soi, on ne sait pas si c'est sur demande, mais à minima, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient avoir Emmanuel Macron avec les autres candidats, quoi. Donc ils ont trouvé ce format-là. Et en fait, ça montre que... Enfin, on peut constater que la presse, aujourd'hui, il y a une grosse couverture du candidat Emmanuel Macron, parce que il est aussi en gestion de la guerre en Ukraine, période de crise Covid, etc. Mais même en termes de campagne, t'as des annonces pop-up, etc. Donc, c'est pas qu'il y a forcément un favoritisme tourné vers lui, parce qu'il faut le dire, il y a aussi les règles de temps de parole qui comptent et qui donnent cette impression. Mais tout ça mis ensemble, mis bout à bout, avec les compétences et les prestations des camps d'en face, des candidats d'en face, ça donne le sentiment qu'il est au-dessus de la mêlée, pour beaucoup de personnes. Oui, mais c'est vrai que tu parlais tout à l'heure des notifications de son mandat, parce que moi, ça m'a vraiment surprise. C'est le seul candidat pour lequel, que ce soit France Info ou Le Monde, ont mis en annonce notification ces mesures du nouveau programme. Les autres n'ont pas eu cette chance, entre guillemets, cette couverture. Ça pose quand même la question, c'est ce qu'on se disait, c'est ce qu'on nous a dit, c'est que du coup, comme il y a ce côté déjà joué, ça sert à quoi d'aller voter? Et donc nous, ça nous a interrogé sur le sens du vote en général. Et justement, les gens, dans la soirée, ont énormément parlé du sens du vote de manière différente. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la continuité de 2017 où on va rester dans l'optique de voter contre un parti que plutôt pour un parti. Là, ce que nous exprime Ludovic, c'est qu'il y a un certain vote contre, en fait. C'est pas on vote parce qu'on sait que c'est important d'aller voter, et je pense qu'il y a un sentiment de c'est mon devoir citoyen, donc on va voter. On n'a pas envie de mettre un vote blanc parce qu'il n'est pas comptabilisé, mais on vote pour personne, on vote contre. Et en fait, on l'avait déjà... finalement, déjà, l'élection de 2012, c'était... on a voté pour François Hollande contre Sarkozy. D'après Macron je parle même pas de contre 2017. Le Pen. Voilà. Et en fait, c'est un peu le système de suffrage en tant que tel qui nous pousse à voter contre plutôt que pour. Après, bien sûr, toute raison gardée, il y a bien sûr des personnes qui vont voter avec conviction. C'est pas le cas de tout le monde. Oui, bien sûr. Après mes 18 ans, j'étais super excitée à l'idée de pouvoir voter, tout ça. Et j'étais plus dedans, justement, parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir un pouvoir quelconque. Et là, je suis complètement désabusée. Mes études de droit m'ont pas aidée. D'étudier un petit peu en profondeur la 5ème République, tout ça, et puis la Constitution de façon comment elle était faite, la démocratie, de vraiment regarder comment c'était fait et de voir le manque d'information déjà des citoyens sur comment ça fonctionne. Je me rends compte qu'on n'a pas autant de pouvoir que ça, et je vais voter, c'est parce que c'est le seul truc qu'on a. Pour moi aujourd'hui, mes engagements politiques, ils sont pas traduits par le vote, ils sont traduits par plein d'autres choses, parce que le vote, ça peut être un moyen de se dédouaner, entre guillemets, de dire je vais participer, ça y est, j'ai voté une fois dans l'année, tous les 6 ans, machin, et que l'engagement politique, il a peut-être plus d'impact ailleurs, dans notre quotidien, dans nos engagements dans des associations, dans le local, etc. Et du coup, j'ai l'impression que mon vote, il perd un peu en substance par rapport à ce qu'il aurait pu, ce qu'il pourrait être. Là, c'est vachement... c'est intéressant de comparer les deux audios qu'on vient d'entendre, parce que les deux, finalement, font le même constat, c'est-à-dire, le vote, on n'a que ça, donc on va voter parce que c'est notre moyen de prendre part à la société. Et la seconde personne nous dit oui, on a que ça, mais c'est quand même largement pas suffisant, parce que elle vit son engagement citoyen beaucoup plus à travers l'investissement associatif, l'engagement dans son quotidien, je suppose, plus que d'aller voter. Et en fait, ça peut aussi tenir, justement, comme nous le faisait remarquer la première, qui est, je pense, une juriste, vu qu'elle a fait des études de droit, ça peut tenir aussi, comme disait Gabriel, à la 5ème République, ce régime semi-présidentialiste, qui a le président qui a la possibilité de dissoudre l'Assemblée, l'Assemblée qui a le dernier mot, le fait majoritaire, ça donne un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment d'opposition, en fait. Oui, en fait, c'est un peu l'idée que le vote en tant qu'outil démocratique, il est plus suffisant. Il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant, il ne va pas assez loin, il ne permet pas assez de choses, et il ne met pas suffisamment le peuple, qui est censé être souverain, qui doit être souverain, au centre de l'appareil politique. Et justement, c'est marrant, ça fait un peu le lien avec la partie d'avant, où en fait on a l'impression que l'élection de Macron est déjà jouée, parce que de même que un petit peu quand même dans la démocratie générale, je veux dire la vie démocratique entre les élections, on a du mal à entendre les oppositions, mais même dans la campagne électorale, on a du mal à entendre les oppositions. Et par contre, on a plusieurs personnes dans la salle, ce soir dans le bar, qui semblaient avoir une solution par rapport à cette question du poids du vote et du sens du vote. On les écoute. Si ce n'est une solution, une idée. Une idée, une piste. Pour moi, déjà, ce serait un vote blanc reconnu.
je pense, parce que là je suis en pleine discussion avec des copains où je suis en train. Moi je pourrais pas aller voter au second tour. Et j'ai quand même envie de faire une procuration parce que j'ai envie de voter blanc. Des copains me disent ouais mais le vote blanc ça sert à rien, autant ne pas voter parce que tu serais compté parmi ceux qui sont dépités. Mais en même temps si le vote blanc était reconnu, ça montrerait une part de dépit un peu plus importante je pense parce que tu te bouges pour montrer que tu es dépité. Voilà, ne pas voter ça a son importance parce que tu marques un désintéressement qui est dû à quelque chose. Mais je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, ce désintéressement n'est pas que dû à tes convictions politiques, mais aussi dû à un entre guillemets jean-foutisme, mais qui pour moi n'est pas la même chose. Et je pense qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui ne votent pas, qui sont dépités, mais qui s'en foutent pas du tout. Et du coup, un vote blanc reconnu, ça pourrait changer ça, quoi. Oui, donc là, en fait, ce que dit cet audio, c'est tout simplement, ça confirme les résultats d'une étude qui avait été faite par Odoxa pour Le Figaro, qui disait que 36% des interrogés déploraient un manque de prise en compte du vote blanc. En gros, un vote blanc, c'est pas considéré comme les suffrages exprimés, et ça n'a donc pas de poids électoral. Et on peut simplement se demander s'il était décompté dans le suffrage, est-ce que ça aboutirait pas à des situations où les candidats arrivant en tête obtiendraient moins de 50% des voix. Et si c'était le cas, ça pourrait ouvrir une vraie crise de légitimité du président élu. De toute façon, depuis les années 80, le nombre de votes blancs et nuls augmente régulièrement et c'est vraiment un débat que l'on soulève assez régulièrement. Il y a quelque chose qui pourrait changer les choses. C'est 2 propositions de loi des sénatrices PS. La première, c'est celle d'Éric Kerrouche qui propose de mettre en place le vote par correspondance qui permettrait de réaliser quand même un sursaut de participation parce que on peut prendre l'exemple des étudiants qui vont travailler à Marseille. Voilà. Alors que leurs parents habitent à côté de Troyes, par exemple. Très souvent, ils ne sont pas présents au moment du scrutin le déplacement pour faire la procuration, parfois elle peut s'avérer un peu fastueuse et il y en a plein qui passent à côté. Donc voilà, typiquement, ça pourrait être un cas dans lequel ça serait très utile. Et la seconde proposition de loi, c'est celle de Martine Filleul, qui propose de mettre en place le vote dès 16 ans, parce que ça provoque une certaine acculturation et que plus on vote tôt, plus on prend l'habitude, plus on s'y habitue et moins il y a d'abstention. Mais c'est vrai que quand on compare à la Mongolie ou à la Colombie aussi, tu me disais, Aliénor, tout à l'heure, le vote blanc, c'est compliqué. Là-bas, il est comptabilisé. Et donc, il peut remettre en question une élection si on n'a pas atteint un seuil de participation, quoi. Puis, on a aussi eu la situation de cette jeune femme qui, elle, avait carrément un problème en fait, avec le vote par rapport à ce qu'il dit de l'institution démocratique du vote et de la 5e République. Mais alors, en fait, je sais pas si je suis forcément la meilleure personne pour répondre à ça parce qu'en fait, je vote pas par conviction. Et du coup. Ça, c'est un sujet du coup. Oui, c'est un sujet, mais en fait, le truc, c'est que j'ai toujours eu un peu l'impression que. Enfin, par conviction, je vote pas parce que je m'estime anarchiste et donc parce que je crois pas dans le vote, dans la façon dont il est institutionnalisé, je vais pas voter. Alors, cette jeune femme se définit comme anarchiste, donc je vais juste faire un petit rappel pour tout le monde de ce qu'est une anarchiste ou un anarchiste. Selon le dictionnaire du Robert, c'est une personne qui rejette toute autorité et toute règle. Et pour avoir quand même discuté un bon moment avec elle, c'était hyper intéressant, elle disait qu'elle rejette de manière générale la République et ce que ça comporte comme règle, enfin la 5e République. Finalement, on a quelqu'un, à la fin de la soirée d'ailleurs, qui nous a bien résumé toute cette partie, toutes ces questions des intérêts, je vote pas, etc. en une seule phrase. Est-ce que tu t'y intéresses pas, donc tu sais pas voter, pour qui voter, ou est-ce que tu sais pas pour qui voter parce que tu t'y intéresses pas? Ok. Vous avez 3 heures. J'ai 3 heures, ça commence maintenant. La fameuse question de l'œuf ou la poule, et d'ailleurs, pour vous permettre d'y réfléchir, on propose une petite pause gueule de bois. Si vous deviez comparer Éric Zemmour à une boisson, ce serait quoi? Je dirais un truc qui s'appelle le Stroh 80, c'est un alcool allemand dégueulasse qui t'arrache la gueule aux gens. Moi j'en ai pris une fois dans ma vie, j'ai pris un petit shooter, j'ai gerbé direct, c'est à peu près ce que Zemmour me fait ressentir. Si vous deviez comparer Marine Le Pen à un animal?
Un sanglier. T'as pas envie de le croiser dans la forêt, tu vois, globalement. Si vous deviez comparer Valérie Pécresse à un type de soirée? Ouais, moi j'aurais dit une soirée vin fromage un peu ennuyeuse. On se fait chier, on a vite envie de partir. Alors si tu devais comparer Emmanuel Macron à une boisson, alcoolisée ou pas d'ailleurs hein. Une boisson moi je comparais Emmanuel Macron au Moscow Mule. C'est à la mode. Personne n'aime trop ça, mais en même temps pourquoi pas, parce que voilà, on sait pas. On sait même pas en fait. Si vous deviez associer Anne Hidalgo à un type de soirée? La petite soirée d'Anne Hidalgo, je dirais un peu une petite soirée guinguette, parce qu'elle fait genre d'être jeune, mais finalement je pense qu'elle a un petit côté un peu à côté de la plaque parfois, sur le côté dans l'air du temps. Et si vous deviez comparer Yannick Jadot à une boisson? Je serais sûrement très triste, genre un Perrier Rondelle ou un truc comme ça. Une Carola, j'allais dire. Vraiment très plat, ouais. Plat. Ouais. Si vous deviez comparer Fabien Roussel à un dessert? Une poire belle Hélène. Et parce que au final il y a le côté un peu frais comme ça. Non mais c'est un peu frais, mais assez classique finalement, parce que il se la joue un peu genre nouveau communiste sympa et tout, alors qu'au final c'est un truc un peu vu et revu, mais où il rajoute un peu de chantilly. Si vous deviez comparer Jean-Luc Mélenchon à un animal? Moi je dirais le Yorkshire. Pourquoi le Yorkshire? Bah il gueule beaucoup pour pas grand chose, c'est ça, c'est vraiment un petit chien à mémère. Si tu devais associer Philippe Poutou à un plat? Tiramisu, un peu doux, un peu sucré, un peu en fait j'ai envie de dire mignon, mais genre Est-ce que c'est une déclaration à Philippe Poutou ce soir là présentement? Le tiramisu à la base c'était le plat du pauvre. Et c'est vrai que le tiramisu, en fait tiramisu en italien ça veut dire remonte-moi le moral. Et tirare su en italien ça veut dire genre remonter le moral à quelqu'un, et du coup j'avoue que Philippe Poutou c'est un petit peu genre voilà la petite lueur d'espoir qui me dit genre allez remonte-moi le moral gros, un truc un peu comme ça. Alors, si vous deviez comparer Nathalie Arthaud à une chanson? Et je reste planté là. Si les hommes, mais quelques hommes font. Si tu devais associer Jean Lassalle à une chanson? À une chanson, je sais pas, la chanson la plus sexiste et dégueulasse et beauf que vous avez jamais vue toute votre vie, genre ouais bah, Patrick Sébastien, un truc un peu comme ça, ouais, je sais pas. Bon bah comme on vient de le voir, comme vous l'avez entendu, il y a beaucoup de personnes cette soirée-là au bar qui ont parlé de leur désintérêt dans une forme de démobilisation, dans une forme parfois de dégoût, de problématiques par rapport à la représentation ou d'un questionnement sur le sens du vote. Alors certes, bah, tu as tout à fait raison, hein, comme on vient de le voir, mais ce qui est aussi beaucoup ressorti, c'était un désintérêt lié à la déconnexion entre les sujets dont parlent les candidats, dont on entend beaucoup parler à la télé, dans la presse, etc. Et en fait, les sujets qui inquiètent véritablement et qui intéressent les citoyens, en tout cas les Strasbourgeoises qui étaient à la solidarité ce soir-là. Et on a des exemples sur plein de thématiques. On a par exemple une étude de l'Institut BVA qui en parlait, par exemple sur un sujet, l'immigration, qui arrive en 2e place dans les sujets les plus traités par les journalistes et les candidats, mais en 9e place en termes de sujets inquiétants ou en tout cas préoccupants pour les Français. Et du coup, bah, nous, on vous a demandé tout simplement quelles sont les thématiques qui te préoccupent le plus. Et en écrasante majorité, il y avait l'écologie. Bah, pour moi, il y a d'un côté le social, mais surtout et avant tout l'écologie qui est vraiment laissée mis de côté tout court, hein, dans tous les cas, les partis politiques dont le programme est vraiment avancé dans ce domaine-là sont vraiment laissés pour compte en fait, et ils comptent pour du beurre dans les élections. Mais pourtant, au final, je pense qu'on est de plus en plus à s'éveiller par rapport à ça, mais apparemment ça ne suffit quand même pas, c'est toujours pas pris au sérieux. Sur l'écologie, c'est vrai que c'est un sujet important, et je pense qu'aujourd'hui on le traite mais trop de façon large, histoire de vendre du rêve aux gens, et on va pas vraiment dans les faits concrets qui ont vraiment le besoin d'être poussés. Par exemple, je prends l'exemple on a interdit les pailles en plastique, c'est très bien, mais on a interdit les pailles en plastique et un mois après on a mis l'Harmonie of the Sea dans la mer au Havre, et c'est le plus gros bateau de transport pour du tourisme. On va faire un pas en avant pour 12 pas en arrière. Là, ce que dénonce un peu Ludovic, effectivement, c'est le fait que
tout le monde s'en préoccupe, tout le monde s'inquiète, mais il en entend pas beaucoup parler. Et en fait, on nous l'a dit à plusieurs reprises, c'est un peu l'impression que c'est des petites mesurettes, que voilà, il y a des attentes de la part des citoyens, des citoyennes. Ça rappelle Don't Look Up, hein. Ouais. On nous l'a beaucoup dit. Hein. Le film, ouais, Don't Look Up sur Netflix, c'est exactement ça. Je veux dire, les gens le ressentent, ont peur, mais il y a l'impression de pas de prise en main, en fait. C'est ça, c'est un peu le sujet qui est en fait le sujet le plus terre-à-terre, le plus quotidien pour beaucoup de personnes, mais qui est bizarrement le sujet qui paraît le plus éloigné de cette campagne, quoi. Enfin, a priori, tout le monde ne s'inquiète pas trop. Et ben pour vous informer, alors sur ce qui ressort pour l'INSEE, le premier sujet c'est la question du pouvoir d'achat et de la fin du mois. Le deuxième sujet c'est la question de la sécurité. Et le troisième c'est l'environnement. Ah ouais, accessoirement. Oui, voilà, en fait. Oh les Désolé Yannick. Mais blague à part, en fait, il y a une sensation de déconnexion entre les titres de presse, les duplex de CNews et BFM TV et la préoccupation des gens. Enfin, en fait, je sais pas si t'as ressenti la même chose que moi, Gabriel, mais... quand t'as un énième rapport du GIEC qui est complètement passé sous les radars, que t'as le fait qu'on puisse observer à l'œil nu, qu'on puisse expérimenter aujourd'hui les changements climatiques. On vient de vivre une tempête de sable dans la tronche. Enfin, c'est des choses. Par exemple. En fait, c'est des phénomènes normaux, mais qui sont exponentiels, en fait. C'est ça, et beaucoup plus récurrents, qui apparaissent beaucoup plus souvent, avec parfois des amplitudes beaucoup plus importantes. Et en parlant avec vous, j'ai vraiment ressenti que vous aviez le poids de l'urgence sur le cœur, et que c'était un sentiment d'angoisse que vous viviez à 100%, en fait, mais qui n'était pas pris en compte forcément par les élus, ou les futurs élus. Je pense que ça s'explique parce que la politique, c'est une vision à court terme, c'est une vision purement électorale, alors que l'écologie, c'est un combat de longue haleine qui doit s'inscrire sur plusieurs décennies, plusieurs dizaines de décennies. Donc le politique, par définition, n'en a que faire de l'écologie, étant donné qu'il réfléchit à court terme pour son électorat et pour être élu. Alors là, je suis complètement d'accord avec l'analyse qui a été donnée sur le fait que court terme, long terme, mais il faut quand même noter une chose, c'est que faut faire attention parce que tous les candidats sont pas forcément de mauvaise foi sur la question. Même pour les candidats écolos ou de gauche où on range plutôt l'écologie d'habitude, mais en réalité il y a une vraie difficulté à inscrire l'écologie à l'agenda. Tout le monde n'est pas de mauvaise volonté par rapport à cette thématique. C'est voilà, pour beaucoup de personnes, quand on a du mal à faire son plein d'essence, oui, à venir parler d'écologie ça peut paraître complètement illusoire ou déconnecté de la réalité parce que c'est un sujet complexe. Je te remercie de le rappeler, effectivement. Je pense que de toute façon, ça fait aussi, encore une fois, de toute façon, tout est intrinsèquement lié, mais ça fait aussi partie de ce qui peut un peu vendre et intéresser. Et je pense que l'écologie, c'est moins sexy que d'autres thématiques et que, en réalité, vraiment, comme tu l'as dit, certains candidats peinent à pouvoir en parler. Et je pense par exemple juste à Mélenchon, mais j'aurais pu dire Jadot ou n'importe qui, pour qui quand même l'écologie, reconnaissons-le, fait partie ça prend beaucoup de place dans leur programme. C'est le cœur du système. C'est le cœur de ce qu'ils ont mis en place comme solution, mais ils ont quand même du mal à en parler, je trouve, à l'expliquer ou à le démocratiser. En fait, ils ont du mal à créer le lien que je pense peut débloquer les choses. Après, c'est un avis personnel. C'est le lien entre... Pas de justice environnementale, pas d'action environnementale sans justice sociale. Fin du monde, fin du mois, quoi. Voilà, et on a quelqu'un qui nous a fait le lien entre ça, justement. Notre système actuel, il est en train de s'écrouler, donc c'est repenser toute la structure par l'écologie, mais l'écologie aussi de nos relations, c'est-à-dire repenser la solidarité, remettre l'humain au centre. Et pour moi, c'est ces sujets-là qui sont primordiaux. Oui, on nous a parlé en grande majorité pendant cette soirée d'écologie, mais le deuxième sujet qui est venu derrière, c'est le social. On a eu beaucoup de thématiques sur le social. Et effectivement, encore plus, voilà, on la vit tous en ce moment, l'inflation, franchement de tout, de l'essence, c'est quand même ce qui est le plus criant, mais de la baguette de pain, de tout ce que vous voulez. Et je veux dire, il y a quelqu'un qui nous en a parlé, et encore une fois, qui le vit véritablement dans sa vie quotidienne, et pour qui c'est comment dire, ça va être le critère sur lequel il va baser son choix de vote. Et effectivement, c'est peut-être parce que en ce moment, c'est aussi ma préoccupation à moi, la précarité. Du coup, c'est vrai que ça me pose de plus en plus de questions, notamment là avec, ça va être un peu sectaire, mais l'augmentation effectivement du prix de l'essence, etc., tout ça m'effraie. Donc là, on voit clairement par rapport à la question sociale, je veux dire, c'était aussi dans l'esprit des gens pendant cette soirée, je veux dire, sur le quotidien. On nous a parlé des retraites aussi, quand même. Ce serait aussi finalement un peu l'aspect économique, mais à travers les retraites. J'aimerais bien qu'on reparle un petit peu plus, tu vois, de ce débat sur les retraites, parce que... Tu te vois travailler jusqu'à 65 ans, là, ça te fait envie ? Absolument pas, même si... Commence, hein ? Faudrait que tu commences déjà. Ah, ça taille. Bon, moi, je sais pas toi, mais à titre personnel, non, la retraite à 65 ans, ça me
chauffe pas de ouf. Moi non plus, mais c'est dur de se projeter d'ailleurs juste dans une date butoir de retraite quand on a commencé à travailler depuis 2 ans. Enfin, je sais pas si je suis la seule à partager. Bon, en tout cas, on a parlé des personnes plus âgées, des retraités, mais on a aussi parlé des jeunes et quelqu'un s'inquiète pour eux. Moi, c'est l'éducation. Parce qu'il y a énormément de problèmes actuellement. Oui, et en fait, elle nous parle d'éducation et il s'avère que dans mon entourage, en ce moment, j'ai des gens des femmes qui veulent passer le concours pour devenir instit, et donc c'est un sujet de conversation dont je parle beaucoup. Et franchement, il y a vraiment c'est un métier qui est quand même désincitatif. Il y a quasiment pas de reconnaissance. Depuis le Covid, franchement, j'ai envie de dire les pauvres, parce qu'ils se sont tapés, je sais pas combien de changements de protocole sanitaire. Ils étaient prévenus par la presse au dernier moment. Il y a aucune revalorisation des salaires. Ouais, non, mais puis c'est un serpent de mer aussi, la question de les profs, est-ce qu'ils travaillent assez, pas assez, etc. Enfin, je veux dire, on clash tout le temps autour de ça. Enfin, c'est vraiment l'enfer. Et d'ailleurs, je crois que Macron a demandé une enquête. Oui. Emmanuel Macron a demandé une enquête sur les profs, sur l'utilité des profs. Ouais, et puis en gros, sa formule de campagne, là, c'est les profs, s'ils veulent plus de salaire, il faut qu'ils travaillent plus, sous-entendant qu'en fait ils branlent rien, quoi. Ouais, un peu. Voilà, c'est ça. Non, mais moi ça me choque, et surtout un peu ce côté genre on s'attaque à cette profession, ça me rappelle une autre profession qui est visée par les mêmes soupçons, les mêmes revendications. Voilà, avant le Covid. Et maintenant c'est un petit peu changé, mais ça va vite revenir au galop. C'est la question de la santé. Bien sûr. La profession de la santé, c'est exactement la même chose. Et justement, on est tombé sur des personnes qui s'en ont parlé, notamment une infirmière. Oui, on a croisé. Vous étiez en nombre, les personnels de la santé, à nous en avoir parlé. La santé, la reconnaissance des soignants, etc. Je pense que je m'y intéresserai plus. Enfin, je m'y intéresse déjà quand même pas mal, mais on est vraiment oubliés. Les questions de santé au niveau des hôpitaux, parce que le Covid, il a eu le dos large, mais les problèmes au niveau des hôpitaux, ils datent de bien avant. Et supprimer le personnel continuellement arrive à un moment où ça ne peut plus durer. Clairement, je veux dire, c'est les sujets dont on a entendu parler pendant tout le Covid. C'est le problème il n'y a pas assez de monde, pas assez de matériel, pas assez de personnel, et puis le problème de valorisation. Oui, quand on voit les études qu'il faut faire, moyennes ou longues, pour être infirmier ou infirmière, ou le niveau de salaire, ou médecin, voilà. Et les niveaux de salaire et du traitement, des conditions de travail. Oui, il y a peu de monde qui se lève le matin en se disant tiens, chic, je vais faire infirmier ou infirmière. Et c'est un problématique. Et aujourd'hui, les gens. Et pourtant, c'est des métiers, on peut pas s'en passer, quoi. C'est des métiers à forte utilité sociale. Tout à fait. À forte utilité sociale et pas suffisamment reconnus au vu de cette utilité. Mais heureusement. En fait, là, on vient un peu de faire un constat quand même, reconnaissons-le, plutôt noir et plutôt triste, des sujets dont vous auriez aimé entendre parler plus. C'est le moment où vous pouvez vous jeter par la fenêtre si vous avez envie. C'est clair, mais quand même, on ouvre la lueur d'espoir de ce podcast, c'est que on vous a assis à l'Élysée et on vous a fait de vous des présidentes et des présidents, et vous nous avez donné votre programme. Alors, si vous étiez présidente et président demain, quelle serait votre première mesure dans les 100 jours ? Je veux pas être présidente. Never. Si j'étais présidente, qu'est-ce que je ferais en premier dans les 100 jours, Roxane ? Vraiment, aucune idée. Je pense que je paniquerais. Comme t'es anarchiste, ça va être compliqué à répondre. C'est exactement ce que j'allais dire. Alors, en tant que bonne anarchiste, je ne peux pas me dire que je vais être présidente un jour. Non, mais je pense que, je sais pas, non, en fait, j'arrive pas à m'imaginer le truc, parce que du coup, pour moi, il n'y a rien de mieux souhaitable que la fin de l'État et la fin de la mascarade de la République telle qu'on nous la vend. Bon, du coup, rassurez-vous, à un moment, c'était un petit peu la foire d'empoigne de qui allait se présenter. Même nous, on s'est posé la question, pourquoi pas moi, finalement. Il y a déjà plein de candidats à gauche, donc pourquoi pas. C'est clair. Tout le monde ne veut pas l'être, c'est plutôt rassurant quand même. Mais en tout cas, on passe au sérieux. Il y a même quelqu'un qui voulait supprimer l'existence des présidents de la République. C'est clair. Voilà. Mais un petit peu plus sérieux, on écoute. Ce que j'aimerais faire, que nos étudiants soient enfin heureux et non pas attirés par les quatre bouts pour manger, se loger. Et puis plein de choses pour les retraités. Faut y penser. C'est un peu le thème dont on a parlé tout à l'heure finalement. Et c'est marrant qu'elle fasse elle-même le lien entre les plus jeunes, que ça peut passer par l'éducation, les étudiants et les retraités. Ouais. C'est exactement comme quoi à chaque fois ça se retrouve. D'accord, ouais. Et on a eu un autre sujet qui est venu sur la table, on écoute. Retrouver la liberté de chacun, parce qu'avec le pass vaccinal, ça a limité les voyages et la liberté d'énormément de personnes. Oui, donc là on sent en fait que
un certain nombre de personnes les dernières années, elles ont vraiment modifié les habitudes de vie, qu'il y a une nostalgie un peu d'avant Covid, de la liberté où on se posait pas les questions, on avait envie de pousser la porte d'un restaurant, on le faisait. Donc voilà, c'est un sujet aussi qui est là, qui est présent, on peut pas nier. Il y a encore des manifs tous les samedis c'est vrai. sur ces sujets-là, donc c'est des sujets qu'il faut regarder en face et dont il faut parler et traiter aussi. Oui, et d'ailleurs dans le même genre, liberté, on pense à la démocratie, à nos pouvoirs en tant que citoyens. Enfin, je rappelle quand même qu'il y a eu on a déplacé des élections, il y a eu une grosse question sur est-ce qu'on va voter, est-ce qu'on va pas voter. Enfin bref, tout ça pour dire que la démocratie, ça fait aussi partie de vos préoccupations et de ce que réintégrer de la démocratie, c'est ce que vous voulez faire et on nous en a parlé. J'essaierai de prendre des mesures pour introduire plus de démocratie, pour redonner le pouvoir vraiment aux citoyens, mais avec plus d'informations aussi, parce que la démocratie c'est bien si les gens sont informés, parce que c'est bien beau de pouvoir voter, mais il faut qu'on comprenne à quoi sert notre vote, quoi. Là, ça rappelle l'audio qu'on avait tout à l'heure sur le fait que le vote, il n'y avait pas que ça en démocratie aussi, qu'il y a d'autres choses à proposer, à faire. Je trouve ça assez intéressant. Et là, on a un autre audio aussi qui a rappelé un peu quelque chose pour ceux qui ont fait des études de droit. La nuit du 4 août. La nuit du 4 août, l'abolition des privilèges, quelque chose dans le genre, je crois. Ça. On écoute. J'enlèverai les privilèges aussi. Tous les privilèges que ces politiciens ils ont là depuis trop longtemps et qui font qu'ils sont tellement déconnectés en fait. Tout ça. Trop de volume des privilèges. Non mais peut-être pas de ce niveau-là, mais je veux dire un minimum enlever les rentes à vie et toutes ces conneries là parce que ça coûte un pognon monstre. Et finalement quand ils parlent de trouver de l'argent pour des gens on va dire de la classe populaire, on n'en trouve pas. Mais par contre pour payer ses salaires à vie à des présidents, je sais pas combien Macron va nous coûter étant donné qu'il est jeune, mais voilà ça va douiller donc. Alors, j'ai été ravie, parce que vous me connaissez, d'entendre que quelqu'un s'intéressait à l'égalité femmes-hommes. Franchement, bien sûr, moi je plus sois à 100%. Disons que demain, il faudrait qu'il y ait une égalité salariale entre hommes et femmes, tu vois. Ça, je pense que c'est facile à mettre en place. Ça fait 50 ans qu'on attend. C'est clair. Demain, on peut le faire. Et là, on retombe sur l'écologie qui, comme on vous le disait, vous a beaucoup impacté. Mais moi, ce serait sur l'écologie et vraiment taxer énormément les entreprises qui polluent. Mais même l'aviation, le fait que certains déplacements... L'aviation, en fait, en vrai... Mais non, certains déplacements en avion sont moins chers que si on les faisait en train. Moi, parfois, je me dis, parce que j'ai vraiment des fortes opinions écolo, je me dis, tant pis, je vais me les taper les 10 heures de train, mais en fait, c'est 3 fois le prix. Par rapport à l'avion. Et ça c'est pas normal. En fait, il faut taxer le kérosène, il faut taxer tout ça pour que les gens fassent le choix à la fois de l'écologie et du porte-monnaie, pour qu'il n'y ait pas de cas de conscience de ok c'est 2 heures mais on parlait avant avec d'autres personnes, on parlait du Strasbourg-Toulouse. Typiquement en train c'est infaisable et en avion ça coûte quasiment rien. Strasbourg-Marseille 20 balles avec Volotea et ça c'est une vérité. Ça coûte 200 € en train quoi. Et tu te dis mais what the fuck. Et pourtant je pense que les jeunes ils sont prêts à aller passer les 8 heures dans le train. Moi j'instaurerais les fresques du climat à l'école primaire, ce serait obligatoire pour tout le monde. Et chaque Français devrait être sensibilisé à la question du climat via la fresque du climat notamment, qui est un outil formidable. Alors je crois que Thibaut a confondu une élection présidentielle avec celle de l'élection de délégué de classe a priori. On a un autre extrait, quelqu'un qui s'il était président, il ferait quelque chose sur l'industrie et l'économie. Alors pour le coup, une vraie politique de réindustrialisation. C'est-à-dire que vraiment laisser la possibilité aux entreprises via des baisses de charges, de taxes, que ce soit de nouveau compétitif de produire en France et qu'on ait un vrai outil aujourd'hui, que si jamais un jour les frontières sont amenées à se fermer, que ce soit à cause d'une maladie ou d'une guerre ou autre, qu'on soit vraiment dans la possibilité d'avoir un vrai outil productif qui soit fiable et qui soit assez compétitif. Et enfin, alors là, c'est quelqu'un qui n'avait pas vocation à être président, comme beaucoup, et qui n'avait pas forcément de mesures concrètes, mais qui plus, en fait, aspirait une réflexion globale et qu'on a tenu à mettre à la fin de toutes ces mesures, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on partage. C'est plus aller vers un changement de société, c'est-à-dire pas une mesure politique, mais juste le monde d'après. On entendait vachement parler en 2020, faire un monde d'après. Et en fait, on n'entend plus parler. Et c'est vrai que justement, entendre ce monsieur en parler, moi, ça m'a rappelé. Et je me suis dit, putain, mais oui, c'est. Allez, écoute, à toi le micro.
Aucun politicien ou homme d'affaires qui a le courage de dire on s'est trompé ou on est sur le mauvais chemin et dire on a eu tort, désolé ou pas désolé, mais juste on s'est rendu compte, enfin on l'avoue qu'on a eu tort et qu'il faut prendre un autre chemin. Alors je pense que oui, on est tous les deux d'accord avec Gab que c'est ce à quoi on aspire. Mais en tout cas, a priori, c'est pas le chemin, malheureusement, encore une fois, et on déplore qu'on va prendre en avril lors de l'élection présidentielle et après. Donc du coup, on a une dernière solution assez terre à terre et je pense qu'il mettra tout le monde d'accord, surtout l'équipe Gueule de Bois. Dans les 5 jours, sans dire de grosses conneries, comme apéro gratuit tous les soirs ou une connerie comme ça. Parce qu'on reste quand même dans le cadre d'un bar, donc je vais éviter de dire des conneries. Mais franchement, c'est une grosse responsabilité. Je pense que beaucoup de Français vont voter pour toi là. Ouais. Donc on arrive à la fin de ce podcast, je crois. Ouais, on arrive à la fin de ce podcast. Et écoutez, en tout cas, nous on était très contents. On vous a tendu le micro, vous nous avez donné votre avis. On a essayé de le reproduire le plus fidèlement possible. Je pense qu'on y est arrivé. On précise, on n'a pas vocation à remplacer l'INSEE. Déjà parce que moi j'ai flemme, j'ai arrêté les maths, j'ai pas envie de comprendre. Et on n'est pas sociologue non plus et on veut pas l'être. Donc on voulait simplement entendre nos voisins et nos voisines de Strasbourg. Et du coup, ça a super bien marché. Et encore une fois, merci à toutes et tous. Nous, on a vraiment adoré ce format. Du coup, ce que je peux vous dire sans spoiler, c'est rendez-vous très très vite pour la suite de cette saison présidentielle. À plus tard, à bye plus, bye. Ciao.